mettre en mouvement tous les moyens d'une langue, c'est en réalité transformer le silence de l'intériorité vivante d'un être humain en forme qu'on peut capter par l'oreille, que d'autres peuvent capter. Entre le silence vivant de l'intériorité pensante, sentante, réagissante, et la parole parlée, il y a un mouvement qui est la création de la parole. Et pourquoi je crois que c'est un tout. On est dans une zone de communication. Il y a le Rhin, les artistes bougent quand même, ils se connaissent, mais en même temps, comme c'est une zone d'importance, de communication, avec beaucoup de grandes villes, hein, c'est un milieu très urbain quand même, le Rhin supérieur, les ordres religieux s'installent. L'écriture commence à apparaître, mais plus que l'écriture, le livre apparaît. Les ordres religieux, ici nous sommes dans un couvent de dominicaines. Les dominicaines ont écrit de nombreux ouvrages, ici même, dans ces lieux-là. Et tout ce courant mystique va apparaître et va faire qu'il y a une émulation intellectuelle et artistique. Puis il y a aussi un élément très important pour le Rhin supérieur, c'est que lié au monde du livre, qui est vraiment important quand on pense à la bibliothèque humaniste de Sélestat, tous les couvents d'ordre mendiant qui étaient des centres d'émulation intellectuelle, il y a aussi la gravure qui apparaît. Et la gravure sur bois a existé partout. Et on connaît des exemples très célèbres. Même Dürer, quand il fait son voyage de compagnonnage, il passe à Strasbourg, il passe à Bâle, il laisse des bois qui ont servi pour ses gravures. Mais l'invention géniale du Rhin supérieur, c'est la gravure au burin sur cuivre. Et ça c'est chez nous. Que ça existait chez nous, ça a commencé chez nous. Et le plus grand, c'est Martin Schongauer. Au XVe siècle, à Sélestat, se crée une très grande école latine, destinée à la formation des élites intellectuelles culturelles. Mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup de nos villes, il y a l'école latine, mais il y a en même temps l'école allemande. Et à Sélestat, il y a au XVe siècle 6 écoles, 4 écoles monastiques. Ensuite, il y a l'école latine et il y a l'école allemande. À la bibliothèque, nous conservons un document de début du XVe siècle où un cordonnier a recopié un texte en alémanique. Alte, alte lehre dich, minende Seele. Ce qui veut dire que ce cordonnier a très certainement fréquenté l'école allemande et ensuite il est devenu quelqu'un qui était intéressé par les textes, par la littérature et il a donc recopié cette œuvre d'un mystique allemand et il l'a fait déposer dans la bibliothèque paroissiale et ceux qui ont eu la chance donc de pouvoir apprendre à lire et à écrire vont pouvoir utiliser ce document. Dies Buch ward vollbracht und ausgeschrieben von mir, Jakob Leistenmacher, ein Schuhmacher zu Schlettstadt. Il se trouve que beaucoup de manuscrits anciens, donc de manuscrits littéraires, ont été conservés en Alsace, tout simplement parce que 2 grandes abbayes, l'une en particulier Murbach, était dans le département, ce qui est devenu après le département du Haut-Rhin, et avait une très belle bibliothèque, reconnue comme telle à l'époque carolingienne. Par ailleurs, ça c'est pour l'écrit diplomatique, les actes des anciennes abbayes, les renouvellements de privilèges à chaque changement de souverain ou à chaque changement de pape, permettent d'avoir des collections très importantes. Nous conservons à peu près une trentaine de documents antérieurs à 1200 qui sont des témoignages, jusqu'à cette époque-là, quasiment exclusivement écrits en latin. La plupart de ceux qui savaient écrire et qui écrivaient des chartes ou des manuscrits étaient des clercs et donc utilisaient couramment le latin. Pour tout le Moyen-Âge, il n'y a qu'une église, il n'y a donc pas, pour simplifier, des protestants et des catholiques, et c'est en même temps que s'affirme la réforme, que s'affirment également les langues, on va dire vernaculaires, les langues du peuple.
On assiste en Alsace, et c'est aussi quelque chose de tout à fait intéressant, on assiste à la coexistence également de 3 langues. Première langue utilisée, qui reste la langue de l'Église de façon constante, au moins jusqu'au Concile Vatican II, le latin. L'Église catholique utilise également le français. Et il est absolument sûr que, par exemple, les prédications étaient faites dans l'Église catholique en allemand, ou pouvaient être faites en allemand dans les régions de langue allemande, en français dans les régions de langue française, le reste de la liturgie étant en latin. Les membres de la Confession d'Augsbourg, les luthériens, sont de langue allemande. L'infiltration souabe en Alsace, à partir du XVe siècle, est extrêmement importante. Et je pense que c'est pour ça que nous disons « Tschwowe » pour les Allemands. Et pas de Preis, pas de Peire, on dit « Tschwowe ». Parce que la Souabe, surtout le Wurtemberg actuel, était relativement pauvre et riche en enfants. Et alors, ils venaient comme artisans. Le bas clergé était fait en grande partie de Souabe. Je le dis à propos de la langue pour la raison suivante, c'est que nous avons dans un sermon de Gaël, Gaël leur dit, vous voyez, si vous vous efforciez de développer votre vie religieuse, votre vie intérieure, etc., vous seriez progressivement transformé, lentement. Mais vous voyez, regardez les Souabes qui viennent. Et il le dit dans son sermon, regardez les Souabes qui viennent. Quand ils viennent, vous les reconnaissez tout de suite à leur façon de parler. Déjà, au bout de quelques années, ils parlent comme nous. Et puis, la deuxième génération, vous ne savez plus que ce sont des Souabes. L'écriture étant le dernier moment, la dernière phase d'un mouvement de profération d'un silence. Mais d'un silence vivant, d'un silence qui en nous est toujours là et qui est vraiment la base même de notre existence mentale. Et que la plupart des gens ignorent parce qu'ils n'entendent pas le silence. Un poète, il faut qu'il écoute ce silence, dont il sait très bien que ce n'est pas un silence négatif, c'est un silence positif qui contient tout ce qui va être dit, mais qui n'est pas dit. Et il y a là vraiment un mystère. Comment passer d'une sphère de vie psychique muette, mais déjà présente et pulsante, à la musique des mots. Cela a toujours été un grand problème pour la religion chrétienne d'avoir autant de versions orales et écrites différentes de la parole de Dieu, parce qu'en les recopiant, on fait des fautes. Il faut s'imaginer qu'à l'époque de Gutenberg, la Bible existait déjà depuis plus de 1000 ans, et partout on l'avait recopiée. Ainsi, à Stockholm, à Rome ou à Madrid, on trouvait des textes variés. Mais en les imprimant, la Bible devient identique partout. Conséquence, la parole de Dieu était devenue la même pour tout le monde. Et pour nous, les chercheurs, il est intéressant de savoir qu'apparemment, Gutenberg a déjà travaillé à Strasbourg sur des techniques similaires utilisant du métal. Donc, ces livres de pèlerins étaient imprimés grâce à des caractères de métal fondu. Et on pense que déjà à cette époque, il a commencé à travailler sur l'impression de livres en série, et cela aussi grâce à ce métal fondu. Au commencement de l'impression proprement dite de la Bible, cela mettait 2 ans, peut-être même 3 ou 4 ans. Au début, ce sont environ 150 exemplaires qui sont publiés. Plus tard, le tirage était de 200 exemplaires.
Donc, la Bible en latin était le premier livre que Gutenberg a imprimé. Il avait imprimé d'autres documents, à savoir des lettres d'indulgence. Ces lettres sont datées et nous connaissons ainsi le jour précis. Il est absolument évident qu'elles ont été imprimées par Gutenberg. Mais la Bible de Gutenberg était le premier livre dont nous pouvons prouver qu'il a vraiment été imprimé. C'était un gain de temps révolutionnaire pour le monde de l'imprimerie. Aujourd'hui, cela semble beaucoup si je dis que Gutenberg a mis de 2 à 4 ans pour imprimer une Bible. Mais lorsqu'on retranscrivait manuellement une Bible aussi volumineuse, celui qui recopiait était occupé à ce travail pendant une dizaine d'années. Donc, imprimer une Bible sur un temps de 2 à 4 ans, c'était rapide à cette époque, et autre intérêt, les exemplaires étaient identiques. Quelques années après la parution de la Bible, paraîtra à Strasbourg également une Bible latine par Jean Mantel. Jean Mantel est le premier typographe alsacien, le premier qui en Alsace, je dirais même plus, le premier qui en France, dans les limites actuelles de la France, va imprimer des livres. Luther va venir, va traduire la Bible et va proposer sa traduction aux diverses régions de langue alémanique et ça donnera progressivement le Urdeutsch. Mais ceux qu'on parlait en Alsace et le poids profond des mots était de bien avant Luther. C'était vraiment la langue poétique médiévale. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça, je l'ai appris bien plus tard. Quand je parlais l'alsacien à 4 ans, je ne me posais pas des questions. On parlait comme le bec, comme un oiseau, comme le bec vous a poussé. Mais c'était quel bec? Qu'est-ce que c'était que ces mots-là? Eh bien, c'était des mots, la syntaxe assez simple, plus simple que la langue de Luther, qui est devenue le Hochdeutsch, plus simple, parce que plus ancienne. Si vous lisez dans le texte les sermons et les méditations d'un maître Eckhart, vous êtes frappé dans le texte de la simplicité tout à fait alsacienne du langage. Ce n'est pas encore les longues phrases comme ça de Luther. C'est beaucoup plus... C'est âpre, un peu cassé, rude, et chaque mot, surtout les noms, et aussi les verbes, comme dur et riche et pesant, comme si c'était des choses. Ce qui caractérise ces langues archaïques, dont l'alsacien était l'héritier, lui-même archaïque. Il existe encore une autre langue dont on peut trouver trace dans les documents. Il s'agit d'une langue écrite en caractère hébraïque que l'on trouve simplement, ça c'est un petit peu les hasards de la conservation, uniquement à partir du XVIIIe siècle, quand un certain nombre d'actes doivent être rédigés, en particulier je pense au contrat de mariage. Wenn ich wieder einmal auf Basel komme, können wir auch miteinander auf Jiddisch eitanen. Es ist außer keine Karpenbüsche. Les juifs alsaciens ne désignent pas habituellement le judéo-alsacien comme Elsasseri Yiddish. On le dit aujourd'hui, mais la désignation habituelle ancienne, c'était Yiddish-Deutsch. C'était le même Yiddish qu'à Francfort, qu'à Bâle, jusqu'en Hollande, je pense, hein, Ashkenaz naturellement. Eh bien, c'est le Mittelhochdeutsch originel que parlaient les Juifs dans cette région au XIe, XIIe, XIIIe siècle, mélangé de beaucoup d'hébreux, corrompus d'ailleurs. Et comme les Juifs sont linguistiquement et sociologiquement très conservateurs, à cause de leur religion qui était extrêmement contraignante, eh bien ils ont gardé ça. Si bien que les Juifs ont continué à parler une espèce de branche dérivée des dialectes alsaciens, qui vient en droite ligne alors de ce qu'ils parlaient au XIIe, XIIIe siècle et qui a évolué pour les chrétiens et qui n'a pas évolué pour les juifs. C'est le Moyen-Âge qui va nous transmettre aussi les textes
de la littérature classique, la littérature romaine, hein, les Tite-Livres, les Tacites, les Plines, tous ces textes-là, c'est le Moyen-Âge qui nous les transmet. Et donc ces textes vont être imprimés très vite dans des éditions critiques et commentées par les humanistes. C'est-à-dire beaucoup de nos humanistes sont des philologues. C'est-à-dire ils vont étudier le manuscrit, le corriger, le comparer aux diverses éditions qu'ils ont pu repérer, et ils vont en faire une édition critique. Beatus Rhenanus et tous les philologues du XVIe siècle ne vont pas simplement éditer le texte, ils vont en apporter les variantes des autres manuscrits, ils vont en faire un commentaire, un index. C'est tout un travail scientifique qui se fait autour du texte pour qu'on puisse aborder ce texte. Nous avons par exemple à la bibliothèque ce qu'il reste de la correspondance de Beatus Rhenanus. Bon, il en reste quand même 260 lettres, ce qui est énorme. Et si on regarde un peu cette correspondance, et si on regarde les langues, il y a quelques lettres très rares en grec, et tout le reste, tout est en latin. Or, sa langue maternelle, c'est l'alémanique, c'est le dialecte, c'est l'alsacien de l'époque. Il n'y a aucune lettre de Rhenanus en langue parlée de la région. L'émulation donnée par l'écrit et par le livre se retrouve dans l'art. Et tous ces artistes-là, il ne faut pas rêver, ils ont aussi vu les enluminures qui ornaient les livres. Et tout ce monde-là est lié. Et je pense que c'est vraiment un creusot. Le Rhin supérieur est un creusot pour ça, parce qu'il y a le livre qui est né ici et qui fait que tous ces artistes sont liés dans ce monde intellectuel. Et même tous les commanditaires, parce que l'art n'existerait pas sans commanditaires, c'est pareil, mais les commanditaires sont des hommes d'église, sont des intellectuels, sont des grands bourgeois, mais qui ont le savoir, qui ont la connaissance et qui veulent des œuvres d'art. Donc pour moi, c'est un tout vraiment lié. L'un des joyaux du musée, c'est le retable d'Isenheim. Donc c'est vraiment l'œuvre majeure qui est une œuvre du début du XVIe siècle et qui a été réalisée entre 1512 et 1516. Et il a été réalisé pour l'église d'Isenheim, qui était une commanderie, un ordre religieux très spécifique, qui avait vocation hospitalière, qui soignait les malades du feu de Saint-Antoine ou du mal des Ardents, qui est un mal horrible. Aujourd'hui, on sait que c'est lié à l'ergot du seigle. L'œuvre était vraiment fantastique et les malades venaient devant cette œuvre et je pense que ça devait les aider. Et c'est dans cette idée-là que le supérieur, qui était théologien, a certainement fait sa commande auprès de deux grands artistes, qui étaient Nicolas de Haguenau pour les sculptures, qui est sculpteur à Strasbourg, et Grunewald, qui n'est pas un artiste qui travaille normalement dans le Rhin supérieur, mais qui a été cherché dans la vallée du Main, et qui est le grand peintre de l'époque, et qui a réalisé, lui, les volets peints. Et les humanistes qui vivent d'ici s'inscrivent dans un mouvement général, un développement de la culture qui a commencé en Italie au XIVe siècle et qui se répand en Europe. Et je dirais, grâce à l'imprimerie, tous ces intellectuels et tout ce mouvement important de réflexion qui se faisait à l'époque a pu se développer. Johann Carolus a inventé le journal. Il était le fils d'un pasteur de Mühlbach, dans la vallée de Münster. Plus tard, il est venu s'installer à Strasbourg. Il avait appris le métier de relieur, mais n'avait pas de capital propre. Il a épousé une femme plus âgée et ils ont acquis une maison près de Saint-Thomas, à Strasbourg. Ils l'ont aménagée en imprimerie et Johann Carolus a alors imprimé le premier journal. Donc, le journal a été inventé en Alsace, à Strasbourg plus précisément. Pour cela, il avait acheté une imprimerie, l'imprimerie de Bernhard et Tobias Jobin, la plus grande et plus célèbre imprimerie strasbourgeoise. Il s'était dit, en achetant l'imprimerie, il n'y a pas que les commerçants et les politiciens qui sont curieux, mais tous les hommes naissent curieux. Et si j'arrive à satisfaire cette curiosité, la quantité pourra apporter le profit. Et il spécula en faisant un essai sur 12 semaines, en imprimant un journal par semaine. Puis, voyant que cela allait être un succès,
Il s'adressa aux autorités municipales de Strasbourg pour demander une protection contre les reproducteurs. Johann Carolus est le premier à entreprendre cette démarche. À l'époque, il n'y avait en effet pas de loi de la presse protégeant les reproductions, sauf si les autorités la formulaient expressément. Ce document a été conservé dans les archives municipales de Strasbourg. Il s'agit, pour ainsi dire, de l'acte de naissance du journal, datant de décembre 1605. Après la guerre de 30 ans, le roi Louis XIV c'était utile, il a créé une administration française efficace, ce qui presque de nos jours nous semble contradictoire dans les termes, n'est-ce pas? Et donc c'était très bien. Et puis il faut bien dire qu'il a dit aux intendants, les intendants disaient, il ne faut pas toucher aux affaires d'Alsace. Hein. Laissez-les, hein, et peu à peu ils deviendront français. Mais surtout pas tout de suite brutalement. L'Alsace de Louis XIV, elle avait quand même plusieurs particularités. C'est que d'une part, il y avait une particularité linguistique, mais il y avait aussi une particularité religieuse. Et donc, autant Louis XIV était intéressé à ce que la limite de la France devienne cette limite naturelle que constitue le Rhin, et qui a été hérissée par les forts de Vauban, hein, que ce soit à Strasbourg ou plus au sud, mais en même temps, Louis XIV a été prudent. On annexe une région sans le souci de la franciser. On la prend telle qu'elle est, avec sa culture, et donc aussi avec sa langue, j'allais dire ses langues, hein, c'est-à-dire l'alsacien pour l'oral, et puis en même temps des écrits qui sont à la fois en allemand et à la fois en français. Sur le plan linguistique, il n'y a pas eu de politique de francisation. La politique de francisation s'est faite, mais uniquement par le haut, si je puis dire, c'est-à-dire par les élites administratives et économiques. Et c'est comme ça que le français a progressé en Alsace, mais jusqu'au lendemain de la Révolution, c'est-à-dire jusqu'en 1808, c'est-à-dire jusqu'à la politique de scolarisation, il n'y a pas une volonté d'assimiler linguistiquement l'Alsace. Il y a une volonté de l'intégrer dans le territoire national, mais avec ses composantes. Maintenant, il y a face à cela toute une réalité d'une culture alsacienne qui est là, qui est présente. Les mères élèvent leurs enfants en alsacien et aussi quelquefois en allemand. Et puis, il y a aussi les pratiques sociales. Quand on se rend à l'église ou quand on se rend au temple pour les protestants, le culte se fait en allemand. Donc on est bien dans un ensemble qui est bilingue, avec l'usage de l'alsacien et de l'allemand d'un côté et aussi l'usage du français de l'autre. Alors pour ce qui est de l'orthographe, si on veut appeler ça comme ça, donc la bonne manière d'écrire, cette orthographe n'est répandu qu'à partir du moment où l'enseignement se répand. Et pour tout ce qui est écrit par exemple au XVIIIe siècle, il n'y a pas d'orthographe. Il n'y a pas d'orthographe dans les noms de lieux, il n'y a pas d'orthographe dans les noms de personnes, il n'y a pas d'orthographe dans la plupart des noms que nous avons dans les documents. Et parfois, il faut être clair, parfois, comme il y a aussi, entre guillemets, des contaminations entre une autre langue utilisée que celle dans laquelle on écrit, il n'y a pas d'autre solution que de lire à haute voix pour essayer de comprendre un petit peu ce que celui qui a écrit a voulu dire. Tout va changer à partir de 1808 et de 1810, la nomination du premier recteur, qui est un recteur alsacien d'ailleurs, d'origine alsacienne, qui est Louis de Montbrison, et qui va entraîner une politique d'État, puisque c'est l'université qui a le monopole de l'instruction, et donc il va y avoir la création, ça va commencer en 1810, par la création de la première école normale de France, c'est en Alsace, c'est celle qui a été créée par le préfet Lezé-Magnésia. Et donc à partir de là, on va former des instituteurs, et bien entendu, on va les former en français.
Et donc c'est le début de toute une période de francisation qui commence, qui est voulue par les autorités, qui est voulue aussi par les élites économiques et qui va s'égrener tout au long jusqu'en 1870 par une politique active des recteurs successifs. On est encore dans une période bilingue où il y a un effort de francisation. Ça a été la préoccupation numéro un du recteur Del Casso qui, avec l'aide des 2 inspecteurs d'académie, a développé la politique de francisation qui aboutit à la décision de 1859, c'est-à-dire où le français devient la langue officielle et s'impose comme étant la langue officielle. Ça montre à quel point la première langue reçue et le premier monde perçu et la première humanité extérieure sont déterminants pour la création d'une œuvre ou au contraire pour l'extinction, l'étouffement tout de suite dès le début. Et là, on passe au problème des langues.